Salut à tous! Avant l'aube, un drone armé s'est approché d'Israël en volant bas à travers l'espace aérien jordanien. Il utilisait le relief désertique pour réduire sa visibilité et progresser vers la frontière. L'armée de l'air israélienne l'a intercepté près de la partie méridionale de la mer Morte, avant qu'il ne pénètre dans l'État hébreu. C'était le troisième appareil arrêté dans ce secteur en environ 24 heures, alors que la Jordanie avait déjà abattu 2 drones venus de la direction du territoire iranien. Cette scène résume le paradoxe du moment. Les diplomates parlent de pause, de cessez-le-feu temporaire, de sanctions, de trafic pétrolier et de liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais sur le terrain, la chasse ne s'est jamais arrêtée. Après 13 nuits consécutives de frappes, les États-Unis ont suspendu une extension préparée de leur campagne. Pourtant, leurs avions ravitailleurs, leurs chasseurs, leurs bâtiments de guerre, leurs sous-marins, leurs batteries de défense aérienne et leurs appareils de surveillance sont toujours présents dans la région. Les planificateurs militaires continuent de suivre les lanceurs de missiles, les radars mobiles, les batteries côtières, les véhicules de commandement et les entrées d'installations souterraines. Et c'est précisément dans cet espace, entre la négociation politique et la préparation militaire, qu'apparaît une machine presque irréelle. Elle est connue publiquement sous le nom de RQ-180, même si ce nom n'a jamais été officiellement confirmé. L'armée de l'air américaine ne reconnaît pas l'existence de l'appareil. Pendant des années, son existence publique s'est limitée à des photographies floues et à des débats entre spécialistes de l'aviation. Le point le plus surprenant est pourtant ailleurs. L'appareil américain le plus important au-dessus de l'Iran n'est peut être pas celui qui transporte les bombes. C'est peut être celui qui permet aux autres de savoir exactement où les larguer, à quel moment et contre quel véhicule. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à un problème apparu bien avant la crise actuelle, lorsque les États-Unis ont retiré du service le SR-60 et 11 Blackbird en 1998. Le Blackbird survivait grâce à une combinaison exceptionnelle d'altitude et de vitesse. Il pouvait traverser le ciel à plus de 3 fois la vitesse du son, recueillir du renseignement et quitter la zone avant que la plupart des défenses ne puissent réagir. Mais la vitesse ne le rendait pas invisible. Les intercepteurs soviétiques, les missiles à longue portée et l'amélioration progressive des réseaux radars rendaient ces missions de plus en plus risquées. Les satellites ont comblé une partie du vide, ils peuvent observer des territoires immenses, suivre des changements et fournir des images très précises. Mais ils ont une faiblesse structurelle, leurs orbites sont prévisibles. Un adversaire peut calculer l'heure de leur passage, déplacer un lanceur sous un abri, attendre quelques minutes, puis le faire ressortir lorsque le satellite s'est éloigné. La réponse américaine n'a donc pas été de construire simplement un autre avion encore plus rapide. L'objectif était différent. Disposer d'un appareil patient, capable de rester longtemps à l'intérieur ou à proximité d'un espace aérien, défendu sans être facilement détecté. Un appareil qui ne se contente pas de photographier un lieu, mais qui observe le même réseau de routes, de vallées, de bâtiments industriels et d'entrées de tunnels pendant des heures. Selon les informations aéronautiques évoquées autour de ce programme, Northrop Grumman aurait reçu un contrat classifié vers 2008. L'appareil aurait commencé ses essais en vol autour de 2010 et aurait pu entrer en service opérationnel quelques années plus tard. Le Pentagone n'a publié aucune fiche officielle, aucun calendrier détaillé et aucune donnée technique vérifiable permettant de confirmer définitivement ces estimations. Un épisode a néanmoins attiré l'attention. Le 10 à 8 mars 2026, un photographe aéronautique grec a capturé un grand appareil en forme d'aile volante descendant près de Larissa. L'avion a sorti son train d'atterrissage en plein jour et s'est approché de la piste avec la stabilité d'un avion de ligne. Sa silhouette semblait différente de celle du B2, du B20 et du plus petit RQ-170. Plusieurs analystes ont alors estimé qu'un appareil longtemps resté dans l'ombre venait peu être d'apparaître plus clairement. À ce stade, personne ne peut confirmer qu'il s'agissait bien du RQ-180. Mais la question du nom est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le type de capacité que cette plateforme semble représenter. Les estimations les plus souvent citées évoquent une envergure proche de 130 pieds, soit environ 40 mètres.
ce serait davantage que l'envergure d'un Boeing 737. L'appareil pourrait évoluer au-dessus de 60 000 pieds, rester en vol près de 24 heures et parcourir une distance approchant 22 000 km. Il faut mesurer ce que cela signifie. Un avion rapide traverse une zone et en rapporte un instantané. Un appareil endurant peut observer une séquence complète. Il voit une porte de tunnel s'ouvrir, un véhicule sortir, rejoindre une route secondaire, s'arrêter près d'un radar, puis revenir vers une installation protégée. L'information n'est plus seulement géographique, elle devient comportementale. La forme en aile volante répond à une autre contrainte. Une dérive verticale, des stabilisateurs classiques, des angles très marqués ou des parties visibles du moteur peuvent renvoyer l'énergie radar vers le capteur adverse. Le RQ-180 semble avoir été conçu pour réduire ces réflexions tout en conservant une efficacité aérodynamique suffisante pour les missions de très longue durée. Les spécialistes plaisantent parfois en comparant sa signature radar supposée à celle d'une galette de riz. Ce n'est évidemment pas une mesure officielle. Elle traduit l'ambition du programme, rendre un très grand appareil extrêmement difficile à détecter. Les photographies et analyses mentionnées dans le récit évoquent également deux ensembles de capteurs visibles sous le fuselage. L'un pourrait abriter une caméra électro-optique puissante. L'autre pourrait contenir des équipements infrarouges, un radar à ouverture synthétique ou un autre système classifié. Des travaux antérieurs ont aussi suggéré la présence de moyens capables de détecter les émissions radiofréquences de l'adversaire et éventuellement de soutenir des opérations de guerre électronique. Regardez maintenant le mécanisme. Un radar à ouverture synthétique peut construire une image détaillée à partir des échos radars, même dans l'obscurité ou sous une couverture nuageuse. Un capteur électronique passif peut écouter les radars, les communications et les liaisons de données sans se signaler de la même manière qu'un système actif. Les moyens optiques et infrarouges peuvent ensuite identifier les véhicules, les sources de chaleur, les mouvements récents et les entrées de tunnels. Ensemble, ces capteurs peuvent créer un faisceau de preuves. Une émission radar apparaît, un véhicule quitte un entrepôt, une source de chaleur se déplace et une porte souterraine s'ouvre après un lancement. Le rapprochement de ces éléments aide à distinguer une activité ordinaire d'une préparation militaire. C'est ici que la situation devient réellement stratégique. Les armes les plus dangereuses de l'Iran ne restent pas sagement alignées sur une piste à découvert. Un lanceur de missiles balistiques peut sortir d'un tunnel, redresser son missile, tirer et disparaître en quelques minutes. Un camion équipé d'un missile antinavire peut émerger près du détroit d'Ormuz, viser un pétrolier puis reculer dans un entrepôt. Un radar mobile peut fonctionner brièvement, transmettre des données à une unité de tir puis s'éteindre avant l'arrivée d'un avion d'attaque. Les militaires parlent alors de cibles critiques dans le temps. Le problème n'est pas toujours de savoir qu'un missile a été lancé. Les satellites américains et les radars régionaux peuvent généralement identifier la zone générale du départ. La difficulté réelle se trouve ailleurs. Suivre le lanceur pendant le court trajet qui le ramène vers sa cachette. Pour cela, il faut un œil déjà présent au-dessus du théâtre. Un appareil furtif à longue endurance peut surveiller les mêmes routes, les mêmes vallées, les mêmes complexes industriels et les mêmes portes pendant des heures. Il peut remarquer quelle entrée s'ouvre avant un tir, quel véhicule se déplace après l'explosion et où l'équipage tente de disparaître. Le renseignement devient alors assez précis pour être transmis à un missile de croisière Tomahawk, à un drone armé, à une formation de F-15E ou à une autre plateforme disposant de l'arme adaptée. Voilà le point souvent oublié. Le RQ-180 n'a probablement pas besoin de porter ses propres bombes. Des armes installées à l'extérieur dégraderaient sa furtivité et son endurance. Des armes placées à l'intérieur utiliseraient un volume nécessaire au carburant, au refroidissement, aux capteurs et aux communications. Sa puissance vient précisément de la séparation des fonctions. Il voit, il suit, il transmet, un autre appareil frappe. Cette séparation crée aussi une incertitude chez l'adversaire. Lorsqu'un lanceur est détruit, les responsables iraniens ne savent pas nécessairement quel capteur l'a découvert, depuis quelle direction il a été observé, ni combien de temps il a été suivi. Or, cette ignorance a une valeur militaire. Si chaque véhicule mobile risque d'être repéré, les équipages restent plus longtemps sous terre. Les commandants communiquent moins. Les opérateurs radars hésitent avant d'allumer leur système. La chaîne est simple,
mais ces conséquences peuvent être considérables. La peur d'être détecté réduit les sorties. La réduction des sorties diminue le nombre de tirs possibles. La diminution des tirs rend plus difficile la saturation des défenses israéliennes ou américaines. L'Iran doit alors consacrer davantage de temps à la dissimulation, au changement d'itinéraire et aux leurres. Plus il se protège, moins il utilise efficacement les armes qu'il cherche à préserver. Un véhicule qui ne quitte jamais son tunnel ne menace ni une ville israélienne, ni une base américaine, ni un navire commercial. L'efficacité d'un système comme le RQ-180 ne se mesure donc pas uniquement au nombre de cibles détruites. Elle se mesure aussi au nombre de radars qui restent éteints, de convois qui ne démarrent pas et de lanceurs que les équipages n'osent plus exposer. Mais le terrain militaire n'est qu'une partie du problème. Cet appareil invisible aide aussi à comprendre une contradiction très visible de la stratégie américaine. Washington démontre régulièrement qu'il peut élargir la guerre, puis choisit de freiner. Un ensemble de frappes plus vaste aurait été préparé. D'après les éléments cités dans le récit, il aurait pu viser des axes de transport, des réseaux de communication, des centres logistiques, des systèmes électriques et des infrastructures soutenant les opérations des gardiens de la Révolution. Puis, le président Donald Trump a accordé une nouvelle fenêtre à la diplomatie. Ce choix n'est pas nécessairement le signe d'une incapacité militaire, il reflète aussi le calcul du risque. Une offensive élargie pourrait déclencher des attaques de missiles balistiques et de drones contre les bases américaines, les installations énergétiques du Golfe, les voies maritimes et le territoire israélien. Les équipages de défense devraient alors consommer des missiles Patriot et des intercepteurs navals pour protéger plusieurs zones en même temps. Les États-Unis peuvent continuer à frapper, mais ils doivent également mesurer le prix de la réponse iranienne. Une frappe supplémentaire peut détruire une installation. Elle peut aussi provoquer une salve contre une base, obliger un navire à tirer plusieurs intercepteurs coûteux ou pousser un pétrolier à modifier sa route. À chaque étape, le calcul militaire rencontre le calcul économique. Le pétrole constitue en effet un deuxième frein. Chaque signe de négociation peut détendre les prix. Chaque mine, chaque missile, chaque menace contre un pétrolier ou contre le détroit d'Ormuz ramène la peur sur le marché. Washington veut réduire la capacité de pression de Téhéran sans lui laisser un contrôle durable sur cette voie maritime. Mais une campagne trop large pourrait précisément provoquer la crise énergétique que les États-Unis cherchent à éviter. La vraie question devient alors politique. S'agit-il seulement de détruire les capacités militaires iraniennes ou de modifier le système de pouvoir sans détruire le pays qui devra lui survivre ? Le récit avance ici une interprétation présentée par un ancien responsable militaire israélien et par des analystes régionaux. Selon cette lecture, Washington chercherait à briser le régime sans briser l'Iran comme État fonctionnel. Il faut être précis, aucun document officiel cité ne confirme une telle politique. Rien ne permet d'affirmer publiquement que les États-Unis ont décidé de remplacer la direction iranienne tout en préservant méthodiquement l'ensemble du pays pour un futur gouvernement. Le scénario reste une analyse, mais sa logique mérite d'être examinée car elle explique pourquoi le renseignement précis peut devenir aussi important que la puissance de feu. L'Iran ne se réduit pas aux gardiens de la Révolution, aux tunnels nucléaires, aux installations de missiles et aux ports militaires. C'est aussi un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, avec des centrales électriques, des raffineries, des pipelines, des réseaux d'eau, des routes, des hôpitaux, des usines et des ports commerciaux. Détruire ces systèmes peut affaiblir le pouvoir. Cela peut aussi priver la population d'électricité, de carburant, d'eau potable, de médicaments et d'emplois. Les conséquences dureraient bien au-delà de la dernière frappe. La reconstruction pourrait coûter des centaines de milliards de dollars. Une population opposée à la République islamique pourrait alors rendre les États-Unis responsables de la destruction du pays qu'elle espérait récupérer. Il existe aussi un calcul économique. L'Iran possède des infrastructures pétrolières et gazières importantes, des travailleurs qualifiés, de grands ports, une capacité industrielle et un vaste marché intérieur. Sous un gouvernement différent, ces ressources pourraient soutenir la reprise, le commerce régional, les investissements du Golfe et la coopération avec des entreprises occidentales.
Une raffinerie incendiée ne produit ni stabilité politique, ni recettes publiques. L'image est imparfaite, mais elle est utile. Changer le conducteur sans envoyer la voiture contre un mur. La précision militaire permettrait théoriquement de frapper un lanceur mobile sans détruire tout le quartier industriel qui l'entoure. Elle pourrait viser un véhicule de commandement, après sa sortie d'un complexe protégé, sans couper l'électricité des villes voisines. Elle pourrait suivre les camions desservant un site nucléaire souterrain sans raser immédiatement chaque route, chaque pont et chaque centrale connectés à la zone. Mais le problème va plus loin. Les gardiens de la Révolution sont profondément intégrés au secteur de l'énergie, de la construction, de la banque, des télécommunications et des transports. Préserver les infrastructures peut donc aussi préserver une partie des réseaux qui financent la répression. Éliminer quelques dirigeants, tout en laissant ces structures intactes, pourrait simplement produire une nouvelle enseigne sur le même bâtiment. C'est pourquoi la précision ne résout pas automatiquement le dilemme politique, elle donne des options. Elle permet de préparer des cibles pendant les négociations, de maintenir la pression sans annoncer publiquement une escalade et de frapper des systèmes militaires en limitant, lorsque les circonstances le permettent, les dommages infligés aux infrastructures civiles, mais elle ne garantit pas qu'un changement de régime produira un nouvel ordre stable. Le RQ-180 peut également aider Israël en repérant les lanceurs et les drones qui menacent ces villes avant leur mise à feu. Cependant, il ne s'agit ni d'une solution propre, ni d'une machine magique. L'Iran utilise les tunnels, le camouflage, les leurres, les bâtiments civils, les installations enterrées et de très courtes fenêtres de communication. Une caméra peut montrer un camion entrant dans un tunnel. Elle ne révèle pas toujours ce qui se trouve à plusieurs centaines de pieds sous la montagne. Un appareil furtif peut cartographier l'activité autour d'un complexe souterrain, mais il ne garantit pas la destruction de centrifugeuses profondément enfouies. Les capteurs détectent des indices de surface sans révéler nécessairement tout un réseau de galeries, ni distinguer parfaitement une opération réelle d'un leurre. L'incertitude porte donc moins sur la capacité d'observer que sur la capacité d'interpréter parfaitement. Plus un adversaire sait qu'il est surveillé, plus il adapte ses comportements, il change les horaires, multiplie les convois inutiles, déplace les équipements, modifie les routes et étudie les habitudes américaines. La surveillance devient alors une confrontation intellectuelle permanente entre celui qui observe et celui qui cherche à produire une fausse image. Et ce n'est pas encore la contrainte la plus dangereuse. La précision exige du temps. Or, le temps donné à l'observateur est également donné à l'adversaire. Chaque pause diplomatique permet à l'Iran de déplacer du matériel, de réparer des lanceurs, d'ajuster ses itinéraires, d'installer davantage de systèmes sous terre et de mieux comprendre les méthodes américaines. La même campagne de surveillance qui évite des destructions inutiles peut devenir un prétexte pour repousser une décision. Washington peut toujours attendre une image plus claire, une cible mieux isolée, une négociation supplémentaire ou une fenêtre politique plus favorable. Pendant ce temps, l'Iran peut reconstruire une partie de ses capacités et préparer la phase suivante. On comprend alors le lien profond entre le drone, les négociations et le débat sur l'avenir de l'Iran. Le RQ-180 représente la méthode militaire que Washington semble préférer, pénétrer discrètement, comprendre le système, isoler les éléments dangereux et ne frapper que ce qui doit l'être. La pause représente l'espoir politique que cette pression suffira à obtenir un accord avant qu'il ne soit nécessaire d'attaquer les fondations mêmes de l'État iranien. Téhéran teste cet espoir par les drones, les menaces maritimes, la reconstitution de ses moyens balistiques et la poursuite de ses activités nucléaires. Israël, selon le raisonnement présenté dans le récit, avertit qu'une pause préservant ses capacités n'est pas une solution. Elle constitue du temps acheté par l'adversaire. La divergence ne porte donc pas seulement sur l'objectif, elle porte sur le calendrier et sur le niveau de risque acceptable. Du point de vue américain, préserver les infrastructures peut réduire le coût humain, économique et politique de l'après-guerre. Du point de vue israélien, laisser subsister des lanceurs, des réseaux de commandement ou des installations souterraines peut préparer la prochaine attaque. Les deux calculs ont leur logique, mais ils ne donnent pas la même valeur au temps.
Pour Washington, quelques jours peuvent ouvrir une sortie diplomatique. Pour Israël, ces mêmes jours peuvent permettre à l'Iran de disperser ses armes et de refermer ses tunnels. Une fois ces objections prises en compte, l'idée centrale reste la suivante. Le RQ-180 offre bien davantage qu'une capacité de surveillance. Il offre un choix entre plusieurs niveaux d'action. Il peut permettre de poursuivre un véhicule plutôt que de détruire une zone entière, de préparer une frappe plutôt que de l'annoncer et de maintenir une menace crédible pendant que les dirigeants négocient. Mais aucune technologie ne peut décider à la place du pouvoir politique. Un capteur peut indiquer qu'un lanceur vient de sortir. Il ne peut pas déterminer si sa destruction rapprochera un accord ou déclenchera une salve régionale. Il peut montrer qu'un convoi dessert une installation souterraine. Il ne peut pas décider si le moment est venu d'attaquer le complexe entier. La machine réduit l'incertitude tactique. Elle ne supprime pas l'incertitude stratégique. Les signaux à surveiller seront concrets, la réapparition des lanceurs et des radars iraniens, les drones empruntant les corridors proches de la Jordanie, les menaces contre les pétroliers et le maintien des forces américaines malgré le langage de la désescalade. Il faudra aussi regarder la nature des prochaines cibles. Si les frappes restent concentrées sur les systèmes mobiles, les radars et les véhicules de commandement, cela indiquera que Washington privilégie encore l'isolement précis des capacités militaires. Si les attaques s'étendent aux réseaux électriques, aux transports, aux communications et aux grands centres logistiques, le changement de stratégie sera beaucoup plus profond. Au fond, la question n'est donc pas seulement de savoir si les États-Unis peuvent voir ce que l'Iran tente de cacher. Elle est de savoir combien de temps Washington peut préserver l'Iran de l'après-régime, avant que le régime lui-même n'utilise cette prudence pour préparer la prochaine guerre. La précision peut-elle encore imposer une décision politique ou ne fait-elle que retarder le moment où cette décision deviendra inévitable ? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.